Comment ne pas être comblé par ces épisodes? Bienvenue à tous, c'est Zexion et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer les derniers épisodes de Wakfu saison 4, à savoir les épisodes 7 et 8 qui étaient annoncés par Tot comme de gros épisodes. Comme d'habitude, on va analyser les épisodes et faire des théories, donc on va spoiler sec. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à repasser plus tard. Et je vous propose de commencer par évoquer Madagascar, qui après nous avoir fait mariner 5 épisodes, déballe enfin toute son histoire à Evangeline. Il ferait partie de la Guilde des Murmures, une organisation d'assassins Kra réputée pour ne jamais manquer leur cible. Et comme je l'avais supposé, Madagascar souhaitait éviter ce destin à ses filles. Tiens, d'ailleurs, je me suis souvenu d'un assassin Kra qui apparaissait dans le webtoon Sir Momor, et du coup je me demande s'il ne pourrait pas être aussi lié à la Guilde des Murmures. Mais passons. Evangeline n'est pas prête à pardonner son absence à son père, ce que regrette d'ailleurs Flopin. Celui-ci choisit même de fuir son foyer pour suivre son grand-père et apprendre ses secrets. Flopin explique en fait ne pas réussir à trouver sa place dans sa famille composée de héros et de demi-dieux. Et comment lui donner tort en tant que spectateur, tant il paraissait effacé à côté d'Eleli. Reste que le gentil Flopin voudrait devenir un assassin? Non, bien sûr que non. Il annonce simplement vouloir devenir plus fort. Mais les convictions d'un petit garçon tiendront-elles face aux rudes épreuves qui l'attendent lors d'un entraînement qui durera certainement de nombreuses années? Pas si sûr. En tout cas, ce départ nous offre une des scènes les plus touchantes de la série, lorsqu'Evangeline lit la lettre que Flopin a laissée derrière lui. L'astuce de mise en scène consistant à faire apparaître Flopin pour lire la lettre fonctionnait parfaitement. C'est typiquement le genre de scène qui aurait pu sombrer facilement dans la niaiserie la plus totale, mais l'équilibre parfait a été trouvé, et je tiens une fois de plus à saluer les qualités d'écriture de cette saison. J'ai vu certaines personnes se demander comment Madagascar et Flopin allaient réapparaître dans l'intrigue pour le final de la saison. Pour ma part, je pense qu'ils ne vont pas réapparaître, et qu'on les reverra plutôt dans des webtoons ou dans de prochaines séries animées. A la rigueur, Ankama pourrait montrer une scène de conclusion dans le dernier épisode où on les voit voyager ensemble. Après, techniquement, Madagascar pourrait aider dans le combat final, même en n'étant pas présent physiquement, puisque ses oreilles portent très loin et qu'il est capable de ne pas manquer sa cible même à l'autre bout du monde. Ce serait classe et assez drôle. Pour Yugo et Adamai, il est temps d'apprendre la vérité sur les Nécromes. Nora leur raconte comment elle a pisté la déesse pendant des siècles avant de la retrouver dans le Nécromonde, et comment son frère dragon Ephraim s'est sacrifié pour lui permettre de leur échapper. Ephraim a toujours eu une connexion très spéciale avec la déesse. Nous avons donc suivi son instinct. C'est sans aucun doute la scène la mieux animée de toute la série, et ce n'est pas pour rien. On la doit à Vincent Chansard qui a l'habitude de bosser sur les scènes les plus ambitieuses de grosses productions japonaises comme One Piece ou Jujutsu Kaisen. Quand je vois les efforts mis sur ce flashback, ça me laisse penser qu'on va avoir droit à des dingueries d'animation sur les derniers épisodes. Mentionnons aussi rapidement l'intrigue politique de la série, avec un rapide passage de Yugo et Nora devant les rois des grandes nations, pour les prévenir de la menace Nécrome. J'étais assez rapidement passé sur la scène de l'Assemblée des rois de l'épisode 4, parce qu'en toute franchise, je la trouvais assez moyenne sur le plan de la mise en scène et de l'animation. Les personnages étaient trop statiques, trop passifs, et leurs attitudes souvent puériles. J'ai trouvé ce passage dans les différentes salles du trône beaucoup plus convaincant, avec un vrai travail pour représenter l'ambiance propre à chaque nation, un montage dynamique, une animation plus aboutie, et des dialogues condensés et percutants. Je suis en tout cas content que la saison 4 poursuive cette intrigue commencée en saison 2 et jamais terminée, et qui devrait logiquement aboutir au retour des Héliotropes sur le monde des 12. Du côté du royaume Sadida, on repasse cette semaine sur le gentil Armand. Bizarrement, il reconnaît la valeur de Yugo alors qu'il lui crachait encore dessus dans les épisodes 5 et 6. En fait, ce qui sauve vraiment le personnage de sa personnalité hautaine et jalouse, c'est quand il essaye de se rapprocher de son père. Bref, Yugo et ses amis sont autorisés à inspecter les sous-sols du royaume Sadida et sont enfin en mesure de confirmer qu'il s'agit bien d'un portail héliatrope qui permet de voyager entre le monde des 12 et le Nécromonde. Pour Yugo et Adamai, le traître est tout trouvé en la personne de Kilby. Au final, il n'y a qu'eux qui semblent garder du ressentiment à l'égard de Kilby. Même les enfants héliotropes, qu'il a pourtant privés de parents, ne semblent rien avoir à redire. Quant à Yugo, il est même persuadé que c'est Kilby qui ouvre des portails pour permettre aux Nécromes d'envahir le monde. Bon, tout ça se règle par un bon gros combat des familles au cours duquel Yugo va se faire laminer. Pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, puisqu'on a droit à un grand moment d'animation. Saluons aussi la performance du doubleur de Kilby, Laurent Morteau, qui offre des airs de dément à Kilby tout en respectant très bien le travail de son prédécesseur. Tu me crois faible parce qu'il te manque un bras, Yugo. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je suis tout sauf faible. Je déteste la violence. Voilà tout. Pour l'instant, le personnage reste ambigu et j'ai du mal à voir ce que la série veut en faire. Va-t-elle enfin lui offrir une rédemption comme le réclame une partie des fans? J'aimerais beaucoup, mais cela me semble de moins en moins probable, dans la mesure où Kilby ne montre toujours pas de signe de remords, et la déesse ne semble absolument pas lui reprocher ses crimes.
Je serais quand même curieux de savoir ce qu'elle veut dire quand elle prétend que le cœur de Killby est pur. Y aurait-il des choses importantes au sujet de Killby que nous ne savons pas? C'est quand même elle qui connaît le mieux Killby puisqu'elle se souvient de lui dans toutes ses vies. En tout cas, ça ne nous avance pas dans notre recherche du traître. En fait, dans une œuvre de fiction, tu as en gros deux moyens de rater la révélation d'un traître. Soit tu ne donnes pas ou pas assez d'indices sur l'identité du traître, et du coup le spectateur a l'impression que ça sort de nulle part, soit tu donnes trop d'indices et au contraire l'effet de révélation est raté parce que l'identité du traître est évidente. Tout est donc question d'équilibre. Dans le cas de Killby par exemple, on est typiquement dans la situation où la trahison serait trop évidente, notamment parce qu'il a déjà trahi dans le passé. Donc narrativement parlant, ce serait un mauvais choix de traître. Surtout que la mise en scène en fait des caisses avec ses expressions de dément pour nous faire croire qu'il est le traître alors que pas du tout. Bon, par contre ça ne l'empêchera sûrement pas de faire des crasses dans les prochains épisodes. Avec Nora, on est plutôt dans le cas inverse. Oui, il existe des indices qui pointent dans sa direction en tant que traître, mais moi je les trouve un peu légers. J'en retiens principalement deux, la forme des portails en losange dans le Nécromonde qui correspond effectivement à ceux de Nora, et le fait que ces portails doivent, selon les dires d'Adamai, avoir été créés par un héliatrope malade, ce qui semble correspondre avec la transformation d'Ephraim en Nécrom. Tout semble pointer vers elle, mais il y a un problème. Elle est montrée comme étant très droite et animée d'un certain sens de la justice. Elle a littéralement passé des siècles à chercher la déesse, ce qui démontre une grande fidélité. Il y a aussi des moments où elle défend Killby, ce qui n'aurait aucun sens si elle était elle-même le traître, puisqu'elle aurait intérêt à l'accuser pour détourner les soupçons d'elle. Bref, Nora en traître, ça ne colle pas avec son comportement, ni avec sa personnalité. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qui est le traître alors? Eh bien je pense qu'il n'y en a pas. À mon avis, c'est bien Nora qui est à l'origine des portails vers le Nécromonde, mais il est probable qu'elle soit utilisée sans en avoir conscience, peut-être par Tauros ou par Ephraim. On a bien vu qu'il y avait des moments où elle perdait contact avec la réalité. Il est même possible qu'elle ait développé une sorte de dédoublement de personnalité et qu'elle n'ait pas du tout conscience de ce qu'elle fait dans cet état second. La fin de l'épisode 8 prend place dans le Nécromonde, un monde ravagé que Nora décrit comme le reflet décomposé du monde des 12. On nous indique que ce monde possède ses propres Dofus primordiaux, donc logiquement aussi ses dragons, dont font certainement partie le fameux Rötalstrom qui collecte du Wakfu pour Tauros. On nous apprend aussi que Tauros, roi du Nécromonde, était un grand héros, le premier à rassembler ces fameux Dofus. Il voulait les utiliser pour faire le bien, mais il a mal agi et ses actions ont fini par vider le Nécromonde de toute vie. J'espère quand même qu'on aura droit à un peu plus d'explications sur le Nécromonde, notamment le rôle des dieux dans toute cette histoire. Les Nécroms ont quand même l'apparence des classes du monde des 12, et Nora explique qu'ils sont leurs anciens fidèles. Par exemple, on peut se demander pourquoi ils ont abandonné ce monde plutôt que de le sauver. Je me demande s'il y aura un lien avec l'état de l'Inglorium du début de la saison qui était complètement ravagé. Avec l'introduction du grand méchant Tauros, la série penche de plus en plus vers l'horreur avec des plans qui donneront à coup sûr des cauchemars aux enfants qui s'aventureraient aussi loin. Là aussi, j'espère que son objectif ne se limite pas qu'à manger et qu'il a des projets un peu plus précis en tête. Après tout, on a un long héritage d'antagonistes légendaires dans Wakfu. Par exemple, il y a cette tour dans le Nécromonde mise en avant dans le flashback de Nora qui m'intrigue beaucoup et qui pourrait avoir son importance. Quoi qu'il en soit, Tauros semble avoir beaucoup de potentiel, même s'il ne lui reste que 5 épisodes pour briller. Au passage, un grand bravo au doubleur Lionel Tua pour son interprétation glaçante. Ce sont mes Dofus qui ont détruit mon monde. Adamai, même avec les tiens, tes chances de me vaincre sont très faibles, très faibles, mais elles existent. On assiste ensuite à un combat des plus intéressants qui révèle l'écart de puissance entre les héros et Tauros. Là aussi, on a droit à de beaux moments d'animation. Surtout, on comprend enfin pourquoi Adamai était si faible. Traumatisé par l'histoire d'Oropo, il se retenait d'utiliser la puissance des Dofus héliatropes depuis le début. Cette histoire de Dofus crée un triple parallèle intéressant entre Hugo, Adamai et Tauros dans les rôles respectifs de l'idiot, du sage et du fou. Le premier, Hugo l'idiot, a été imprudent dans l'utilisation des Dofus et a reçu une mise en garde. Le second, Adamai le sage, a appris de ses erreurs et s'érige en gardien des Dofus pour éviter qu'ils ne soient mal utilisés. Et enfin, Tauros le fou a lui abusé du pouvoir des Dofus au point de détruire son monde et s'apprête à recommencer. En quelque sorte, Adamai et Tauros représentent les deux chemins que Hugo pourrait choisir d'emprunter à l'avenir concernant l'utilisation de dangereux artefacts. Ça fait bien sûr écho au dialogue que Hugo a eu avec Oropo au tout début de la saison, où il prétend que Hugo sera à l'origine de nouveaux cataclysmes. Cela laisse penser que l'héliatrope fera encore de nombreuses erreurs, mais je pense qu'on devrait en apprendre davantage dans le manga qui fera suite à la saison 4 de Wakfu. Bon, j'ai trouvé un peu ridicule qu'après tant de temps passé à voyager entre les planètes, Nora soit incapable d'ouvrir un portail entre deux mondes. Cela ressemblait plus à une facilité scénaristique pour qu'Adamai soit obligé de donner les Dofus à Killby.
Ce détail devrait avoir son importance puisque quels que soient ses projets dans les prochains épisodes, personne ne devrait plus être en mesure de s'y opposer. Parlons rapidement de Ruel, qui cette semaine a bien eu droit à une scène, mais honnêtement, elle est anecdotique. On n'apprend rien de nouveau, et à ce rythme, j'imagine qu'on le reverra dans l'intrigue principale, pour le combat final, et c'est tout. Soulignons aussi le rôle croissant occupé par Joris dans les derniers épisodes, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'admirer la puissance de ce petit bonhomme. À titre personnel, j'espère qu'il sera présent lors du grand final, qui, je le pressens, va être complètement fou. J'ai d'ailleurs déjà beaucoup parlé de l'animation, mais je vais quand même dire un petit mot de la technique. Déjà, il faut absolument saluer le travail qui a été fait à l'image et au son sur le Necromonde. C'est un véritable monde de cauchemar dans lequel règne seul le désespoir. J'ai beaucoup aimé le côté artistique des 2 flashbacks auxquels on a eu droit dans l'épisode 7, même si évidemment celui de Nora était plus impressionnant techniquement que celui de Madagascar. En parlant de ça, j'ai beaucoup aimé le remix du thème Origine qui accompagnait le récit de Kill Bill sur le passé des Héliotropes dans la saison 2 et qui illustre maintenant l'histoire de Madagascar. Saluons aussi les musiques qui accompagnent la lettre de Flopin, le combat Yugo contre Kill Bill ou encore l'exploration du Necromonde. La musique qui accompagnait la scène dans les salles du trône était aussi vraiment adaptée. Terminons cette vidéo par un petit mot sur le destin final de Yugo qui se trouve dans une bien fâcheuse posture à l'issue du 8e épisode. La déesse devrait être dévastée et je ne serais pas étonné qu'elle cède à nouveau à la panique. D'autres personnages devront peut-être prendre les choses en main. Et pourquoi pas Kill Bill, ça serait peut-être enfin pour lui une chance de rédemption. Il y a fort à parier que Yugo va endurer un véritable supplice pendant son séjour dans le Necromonde. Nous sommes d'ailleurs nombreux à penser que c'est à cette occasion que Yugo va faire son passage à l'âge adulte et revêtir enfin cette apparence qu'on avait vue dans le tout premier trailer de Wakfu saison 4. Et c'est tout pour aujourd'hui. À titre personnel, j'attends les prochains épisodes avec beaucoup d'impatience. Je prends vraiment mon pied devant cette saison 4. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses.